Bonjour Daniel Neff. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur et le patron de Rift. Rift qui est une jeune start-up qui construit en ce moment même le premier réseau européen d'intelligence aérienne à la demande et en temps réel. Expliquez-nous. Alors Rift, oui, comme vous dites, construit un réseau de drones longue distance capable de fournir de la surveillance aérienne en temps réel des zones sensibles, et tout ça sans mobiliser de pilotes, d'opérateurs sur le terrain. D'accord. Ça existe déjà quand même, non, la surveillance aérienne Alors ça existe déjà. On utilise aussi déjà des drones pour ce faire. Alors oui, principalement aujourd'hui on utilise les avions, les hélicoptères pour assurer la surveillance aérienne, qui sont des moyens très lourds, coûteux, plus de 3 000 € l'heure de vol, très, très lents, peu réactifs, très polluants aussi. Et qui ne permet pas donc d'intervenir rapidement en situation d'urgence. Et donc ça laisse les territoires aveugles une grande partie du temps. Et les drones sont quand même utilisés. Alors les drones sont utilisés. Alors, pour des interventions spécifiques, justement. Exactement, ça va être des drones de petit format, des quadcoptères, qui ont 1 km de portée, 30 minutes d'autonomie, donc pas du tout adaptés à de la surveillance prolongée de grands territoires, et aussi peu réactifs parce qu'il faut envoyer des opérateurs sur le terrain pour les déployer. Et alors, quand on parle de surveillance du territoire aérienne, surveillance aérienne, on parle de quoi exactement ? Vous parlez d'intervention sur des terrains spécifiques, vous parlez de surveillance générale. Alors non, on parle de la surveillance spécifique de zones sensibles. On surveille et on observe des zones et des situations, pas des individus. On va aller observer plutôt des infrastructures critiques, des territoires comme les zones frontalières, les zones côtières. Mais aussi les centres urbains, par exemple, où il y a des urgences et il faut intervenir assez rapidement pour la sécurité civile, du maintien de l'ordre, etc. Mais par exemple, pour surveiller les forêts, les feux de forêt, ça fait partie des projets ? Oui, tout à fait. C'est un des gros cas d'usage auxquels on répond. Aujourd'hui, il y a plusieurs milliers de départs de feu en France chaque année. Et si on n'intervient pas dans les 10 premières minutes, ces feux deviennent incontrôlables. Donc avec Rift, on est capable d'intervenir très rapidement en réaction à un départ de feu, mais aussi de proposer une veille continue d'un territoire, d'un espace naturel, et de pouvoir détecter dès l'inception donc ces départs de feu et de guider les sapeurs-pompiers vers ces départs pour les éteindre le plus rapidement possible. Mais alors, de manière continue, ça veut dire qu'on va avoir sans arrêt des drones qui vont voler au-dessus de notre tête ? Alors, uniquement sur des zones sensibles. Typiquement des pipelines, des voies ferrées, des zones forestières, des centrales nucléaires, exactement, tous les sites qui demandent d'avoir cette surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et à quelle altitude ? Alors, ils volent à 120 mètres dans un espace ségrégé, donc en dessous de l'espace aérien des aéronefs habités, donc en toute sécurité, toujours dans l'espace autorisé pour les drones. Ça veut dire qu'ils sont visibles et qu'ils peuvent être aussi des cibles ? Alors, ils sont visibles, ils peuvent être des cibles. Non, je sais pas, comme je vous donne l'exemple des centrales nucléaires, je me dis, déjà, ça veut dire qu'on voit où est la centrale nucléaire de manière très précise, et que ça peut être une cible. On peut décider, par exemple, de faire tomber ces drones. Voilà, et tout à fait. Donc ça, c'est... Il y a des systèmes de brouillage qui sont mis en place autour de ces centrales. Et nous, on va venir plutôt s'assurer qu'il n'y ait aucune intrusion dans ces centrales nucléaires. On peut aussi détecter des intrusions d'autres drones et de pouvoir envoyer des forces de sécurité, des intercepteurs pour intercepter ces drones. D'accord. Mais le risque de chute de drone, oui, il est possible ? Alors, il est possible. Comment vous l'évitez ? Alors, on évite ça en embarquant un parachute de sécurité dans notre drone qui se déclenche en cas de problème, donc pour que le drone tombe en douceur sur le sol et n'impacte ni les biens ni les populations. Et la dimension du drone et son poids ? Alors, il fait à peu près 12 kilos, il fait 3 mètres d'envergure. Donc, c'est un petit avion qui est à décollage vertical, qui est déployé en moins d'1 minute depuis une station de recharge autonome. Et tout ça entièrement piloté à distance depuis notre centre opérationnel, de manière centralisée. Et ça permet donc d'être très réactif en situation d'urgence, d'assurer un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et donc d'aider les forces de sécurité à agir beaucoup plus rapidement et efficacement sur le terrain. Et pour surveiller, par exemple, un départ sur une forêt, un feu de forêt, il faut combien de drones ? Alors, il en faut plusieurs en fonction de la surface. Aujourd'hui, ça va être plutôt 2 drones qui vont se relayer. Donc, il y a un drone envoyé depuis une station qui assure la surveillance de
plusieurs dizaines de kilomètres de forêt. Et ensuite, on a un deuxième drone qui va arriver sur le terrain, qui va relayer l'autre pendant que l'autre se recharge à sa base. Donc, on ne parle pas de créer des essaims de drones? Alors, pas vraiment, non, pas Dans encore. l'espace C'est vraiment sur des endroits ciblés, d'assurer donc une surveillance continue d'une zone sensible dans les moments les plus critiques où chaque seconde compte. Et c'est vraiment ça notre force. Et quand parce que c'est toute une infrastructure, là vous avez parlé par exemple de la question de la recharge, des stations de recharge, vous fournissez quoi? Le drone, la gestion, le logiciel? Nous on fournit le service. C'est ça aussi une des particularités de notre approche, c'est nos clients n'achètent pas un drone, ils n'ont pas besoin non plus de recruter et former des équipes, ils vont souscrire à une capacité de surveillance. Un peu comme on souscrit à un abonnement mobile. Et donc ça leur permet de très peu dépenser, de très peu investir dans des solutions qui sont très chères, et plutôt d'aller activer une capacité de surveillance uniquement quand ils en ont besoin dans les moments les plus critiques. Donc c'est un abonnement? Exactement. D'accord, c'est comme une plateforme SaaS. On appelle ça SaaS. Intelligence as a Service. Intelligence as a Service. Ok. Vous parliez de pipeline, donc ça fonctionne au-dessus de la terre, au-dessus de la mer. Surveiller aussi des lignes électriques que j'ai vues, ou les voies ferrées. Encore une fois, comment vous abordez la question du risque vis-à-vis du drone, de l'inquiétude des populations aussi sur cette surveillance? Alors là aussi, encore une fois... Il faut quand même une acceptabilité aussi pour les projets technologiques. On peut se dire, on a la super techno, mais ça va avoir tellement de mal à passer que finalement, on va se planter. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment... notre technologie, elle sert vraiment des acteurs publics européens et des industriels régulés. Notre solution, elle est conçue, fabriquée, opérée et hébergée en Europe. Et c'est à la responsabilité de ces données revient donc à des acteurs publics et aux industriels. Et tout ça est dans le cadre très strict de la CNIL, du RGPD, du droit de la vidéoprotection, et puis aussi des autorisations aériennes. Donc tout est très contrôlé, très régulé. Et vous êtes on peut une pas faire n'importe quoi. avec un siège social en France. Voilà. Donc vous respectez par défaut toutes les législations françaises et également européennes. Et aujourd'hui, vous venez en alternative peut-être à des solutions extra-européennes, ou vraiment vous défrichez complètement le terrain? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les capacités aériennes assez stratégiques sont encore trop dépendantes de forces étrangères, les États-Unis, Israël, la Chine, qui fournissent beaucoup ce type de solutions. Donc nous, on arrive vraiment avec une alternative européenne, conçue, comme je disais, fabriquée en France, avec des données hébergées en Europe. Et vraiment, nous, ce qu'on propose, c'est cette alternative où on fournit... On stocke ces données, on les fournit à des acteurs européens responsables et pas donc à des forces, des puissances étrangères qui sont moins respectueuses des libertés. Oui, ça fait partie des moyens de remettre la main sur nos données et de gagner en indépendance stratégique. Exactement. Vous avez réalisé une levée de fonds de 4,6 millions d'euros, c'était là tout récemment, en novembre 2025. Quelle est votre vision de la société là d'ici quelques années? Comment vous allez vous déployer justement? Alors là, on arrive vraiment à un moment charnière où on passe du développement de notre solution et de notre service au déploiement opérationnel. On a passé les 2 dernières années à développer la technologie, à fixer le cadre réglementaire, obtenir les autorisations aériennes. Et donc maintenant, on va déployer plus massivement sur le terrain. Et cette levée, elle va servir à produire nos stations en série. Elle va servir aussi petit à petit à automatiser notre cycle de mission pour être de plus en plus réactif justement en situation de crise. Et aussi à recruter pas mal de monde. Mais aujourd'hui, on arrive à une dizaine de personnes. On va doubler les effectifs d'ici fin 2026. Et tout le monde vous met en garde sur attention, le passage à l'échelle, c'est très compliqué, j'imagine. Oui, tout à fait. On est bien conseillé sur le sujet. Ouais. Bon, super. Merci beaucoup. On vous souhaite le meilleur, Daniel Neff. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et le CEO de Rift. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est l'heure de notre grande interview. On va s'intéresser au mouvement technocritique et au front anti-IA.